Alors bonsoir à tous, bienvenue à la Caisse d'épargne CEPAC. Merci d'être là ce soir, voilà, en semaine. On sait qu'on vous a invité tardivement, voilà, pour des raisons d'agenda et de contraintes sanitaires. On est ravis de partager cette soirée avec vous, une soirée tournée sur l'histoire de la Caisse d'épargne, voilà, qu'on a présentée récemment en convention des administrateurs et qu'on avait envie de raconter aussi à nos clients, à nos partenaires, à la presse et dans ce bel auditorium qui nous appartient et avec des invités prestigieux. Donc, avant de démarrer, je vous présente, il y a Judith Aziza, Laurence Amérissi. Donc, Judith, historienne, et vous la connaissez, qui a une grosse communauté, une histoire de Marseille sur les réseaux sociaux, et écrit pas mal d'ouvrages récemment sur la ville. Laurence Amérissi, mais je laisserai Judith dérouler tous les diplômes, et qui était la professeure de Judith, d'ailleurs, à la fac d'Aix-Marseille. Et voilà, Roland Carta, qu'on ne présente à peine, donc grand architecte, et qui nous déroulera toute sa contribution pour les caisses d'épargne et pour d'autres grands monuments à Marseille et grands bâtiments, et Joël Chassard, président du directoire. Alors, juste avant de démarrer, parce qu'on a déjà un petit quart d'heure et pour pouvoir se retrouver tous ensemble après, on va juste lancer un petit film qui rappelle un petit peu toute cette grande histoire de la FNCE. Voilà, un petit film de la FNCE, pardon, la Fédération nationale des caisses d'épargne, qui retrace l'histoire de la caisse d'épargne des Bouches-du-Rhône en particulier. Et bonsoir à tous. Je vous remercie d'être présents pour cette table ronde qui est organisée, donc, comme Aline l'a souligné, à l'occasion du bicentenaire de la Caisse d'épargne CEPAC, et donc une table ronde qui célèbre la naissance de cette caisse le 3 janvier 1821. Alors cette caisse, elle a été créée sous l'impulsion de grands bourgeois, de grands bourgeois philanthropes, mais également du préfet, qu'on voit ici en photo à côté d'un grand bourgeois. Et elle a été créée à l'origine sur le modèle d'une caisse d'épargne. Alors laquelle? Celle de Paris, qui fut la première des caisses d'épargne à être créée en 1818. S'en est suivi l'ouverture des caisses de Bordeaux, Rouen et Metz, et la caisse d'épargne
des Bouches-du-Rhône, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelait à la base, a été donc la 5e à être ouverte en France. Alors la particularité de la Caisse d'épargne, qui est ouverte à Marseille en 1821, c'est que contrairement à ses sœurs, à ses aînés, elle ne s'ancre pas sur une ville, mais sur un territoire. Et on a donc, dès l'origine, inscrit dans la genèse de cette caisse la volonté de participer à un territoire bien plus large que la commune de Marseille. Alors cette caisse d'épargne, quand elle ouvre, elle n'a qu'un seul produit, un livret, qui est proposé aux ouvriers. C'est vraiment l'idée de base. La caisse d'épargne doit leur permettre de mettre de l'argent de côté, d'épargner, pour qu'en cas de coup dur, de chômage ou de maladie, ils puissent piocher dans ce pécule et subvenir à leurs besoins sans avoir nécessairement recours à l'assistance publique. De fait, la Caisse d'épargne va mettre en place une politique sociale qui va s'accroître au cours du temps. Alors, certains d'entre vous l'ont vu si ils suivent les posts que j'ai mis sur les réseaux. Donc, on a des bons de pain, par exemple, qui vont être distribués dès la fin du 19e siècle aux personnes indigentes. Donc, en échange de ces bons, elles pourront aller dans les boulangeries et recevoir gratuitement du pain. On va également avoir ce qu'on appellerait aujourd'hui des chantiers d'insertion, c'est-à-dire des ateliers qui vont fournir du travail aux chômeurs. À Marseille, il y en avait par exemple au Pharo, et donc qui vont permettre d'aider finalement les sans-emploi, afin toujours dans l'objectif et dans l'idée de ne pas dépendre de la charité publique, mais bien d'essayer de s'en sortir par eux-mêmes. Au-delà de ça, vous l'avez vu dans le clip, la Caisse d'épargne mène aussi une politique en faveur de l'émancipation des femmes. Dès 1881, elle va permettre aux femmes mariées d'ouvrir un livret seul, sans l'accord de leur époux. Alors, juste pour vous donner la référence, l'État français n'autorisera les femmes à ouvrir un compte bancaire seul que 84 ans plus tard, en 1965. C'est le décret-loi du 13 juillet qui sera appliqué en 1966. Donc vous voyez, c'est vraiment récent, et donc la Caisse d'épargne s'est vraiment positionnée comme une pionnière en matière d'émancipation féminine et d'égalité, surtout hommes-femmes. Alors cette Caisse d'épargne, elle va fonctionner avec ce livret comme seul produit jusque plus ou moins aux années 50. Dans les années 50, elle va commencer à entamer sa mue. Alors comment elle l'entame? Tout d'abord, dans les années 50, l'État lui concède l'autorisation de prêter aux collectivités territoriales, de prêter de l'argent. De fait, la Caisse d'épargne va commencer à s'investir sur le territoire afin de participer à la vie des communes, à la vie des départements, à la vie des régions, et finalement à bâtir, à construire des infrastructures nécessaires à la population. Au niveau des particuliers, il va falloir attendre les années 60 pour commencer à avoir un début de diversification des produits bancaires. C'est d'abord marqué par la possibilité, par exemple, d'ouvrir ce qu'on appelle toujours un livret d'épargne logement. Et d'autres produits s'ajouteront jusqu'en 1983, où la Caisse sera autorisée par l'État à offrir tous les services bancaires. Alors, de nos jours, la CEPAC, si on y revient, donc la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, s'étend sur 13 collectivités et départements. Elle compte 242 agences et finalement, elle continue à investir dans les territoires en finançant des grands projets, et également, elle continue à œuvrer pour les défavorisés, notamment en luttant contre l'exclusion bancaire. Alors aujourd'hui, au cours de cette table ronde, nous allons remonter le fil du temps. Et nous allons le remonter en tentant de comprendre quel était le rôle de la Caisse d'épargne, comment elle s'est investie sur le territoire depuis sa création en 1821, et finalement comment elle a marqué les mémoires, mais tout simplement notre paysage urbain, et pas que, notre quotidien. Donc on va essayer de comprendre les traces qu'elle a laissées dans l'économie, les traces sociales, mais également les traces architecturales. Alors pour répondre à ces questions, nous avons l'honneur d'avoir deux spécialistes de la Caisse d'épargne, vraiment. Il y en avait vraiment deux principaux, on a la chance de les accueillir avec nous sur cette table ronde. Alors tout d'abord Laurence Américi, qui est donc historienne, agrégée, docteur en histoire contemporaine,
et maître de conférence à Aix-Marseille Université. Laurence a vraiment travaillé sur l'histoire de la Caisse, c'est vraiment la référente. Elle a d'ailleurs fait sa thèse sur l'histoire de la Caisse au cours du 19e siècle. Elle a également publié de très nombreux articles et ouvrages de référence sur l'histoire de la Caisse d'épargne des Bouches-du-Rhône et donc aujourd'hui la CEPAC. Alors, présentons Roland Carta, l'architecte, le célèbre architecte, qui est membre de l'Académie d'architecture, qui est lui aussi le référent quand on parle d'histoire de l'architecture et de l'histoire de la CEPAC au cours des dernières années, puisque Roland a été l'architecte en titre, si je puis dire, de la Caisse entre 1979 et 2000. Il est également connu à Marseille parce qu'il a mené de nombreux chantiers et notamment il a co-réalisé avec Rudy Ricciotti le MUSEM et il a également réalisé la salle de spectacle du CEPAC Silo, donc 2 institutions dont la CEPAC sont aujourd'hui des mécènes partenaires. Voilà. Afin de conclure cette table ronde, donc nous entendrons Joël Chassard, le président du directoire de la CEPAC. Alors, avant d'arriver à Marseille, Joël Chassard a été président du directoire de la Caisse d'épargne de Normandie. Et juste avant, du moins juste avant d'arriver à Marseille, il travaillait à la Caisse depuis plus de 32 ans. Il a donc une connaissance très approfondie du fonctionnement de la Caisse, de ses enjeux passés, présents et futurs. Et donc, il conclura cette séance. Alors, suite aux différentes interventions qui dureront à peu près un quart d'heure chacune, il y aura, je poserai quelques questions pour approfondir le débat. Une fois que les intervenants auront fait leur exposé, on vous laissera la parole pour poser vos questions, pour apporter des compléments d'information, et donc on enrichira ce débat. Voilà, je vous remercie et je laisse la parole à notre première intervenante, donc Laurence Amérissi. Parfait. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous et merci Judith de cette introduction et surtout merci à Monsieur le Président de nous accueillir, de nous donner la parole, de nous donner la possibilité de revenir donc sur ce terrain qui a été très important pour moi, pour mes recherches, puisque ça a été le terrain de mon travail de thèse. Hein, donc, ça me permet de revenir. Alors, quand on échangeait avec Judith pour préparer la table ronde, la question qu'elle soulevait dans un premier temps, c'était celle de l'existence de spécificité de la Caisse d'épargne des Bouches-du-Rhône ou de la Caisse d'épargne CEPAC. Est-ce que dans son histoire, cette Caisse d'épargne, elle justifierait d'une manière ou d'une autre qu'on s'intéresse plus particulièrement à elle? Et c'est une question que Roland Carta soulevait tout à l'heure également. J'espère qu'elle vous intéresse aussi parce que c'est comme ça que je vais commencer. Alors, si en effet, aujourd'hui, nous célébrons les 200 ans d'histoire de cette caisse d'épargne. 200 ans, c'est une longue durée, effectivement. Reste à savoir dans quelle mesure est-ce que ça peut revêtir un sens pour le présent, parce que notre présent attend peut-être davantage d'une institution comme celle-ci de se tourner vers l'avenir, d'être capable d'évoluer. Hein. Reste à savoir dans quelle mesure le fait d'avoir 200 ans peut constituer une force, peut constituer un intérêt parce qu'on en identifierait du sens. Alors, ce sens, on peut le trouver en effet dans certaines spécificités, dans certains caractères forts. Et je vous propose pour cela de regarder le document qui s'affiche et qui est rien moins que l'affiche d'ouverture de la Caisse d'épargne, donc qui a été apposée sur les murs dans le département, à Marseille, à Aix-en-Provence, pour annoncer l'ouverture au public le 29 avril 1821. Vous voyez avec les éléments qui s'affichent qu'on est a priori exactement dans ce qu'est une caisse d'épargne, les objectifs de pouvoir permettre aux populations modestes d'accéder à un intérêt financier pour leurs très modestes économies, puisqu'on accepte les dépôts à partir de 1 franc, hein, donc des économies extrêmement modestes, semble-t-il, quelque chose qui relèverait de l'application d'un modèle. Hein, c'est la 5e caisse d'épargne à être créée en France, donc quelque chose qui serait du suivisme d'une certaine manière. Et on pourrait s'étonner que Marseille ne soit que la 5e ville
à avoir sa caisse d'épargne. Moi, ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est que finalement, l'histoire est antérieure et elle est assez différente, que le sens de la fondation est assez différent. Voilà ici un autre document qui est un prospectus de souscription pour créer une caisse d'épargne dite à ce moment-là à Marseille. Et vous voyez que ce prospectus de souscription, il date de 1819. Donc déjà un indice où dès 1819, à Marseille et dans un lieu particulier qui était la Société de bienfaisance de Marseille, qui était une grande œuvre philanthropique, hein, eh bien on réfléchit de manière générale aux moyens d'aider les populations les plus pauvres. On est dans un moment particulier. On est au lendemain de l'Empire, de 25 ans de révolution et d'empire. La ville est très appauvrie, très appauvrie, elle a perdu de la population. Et il s'agit d'essayer de retrouver une croissance et d'accompagner cette croissance et d'aider donc ces populations les plus pauvres, comme le disait Judith, à pouvoir avoir des éléments d'autonomie. Et dans ces conditions-là, comment travaillent les Marseillais, comment travaillent les membres de la Société de bienfaisance? Eh bien, ils se renseignent, ils le font depuis des années, depuis 1813. En 1813, par exemple, ils font venir de Hambourg un administrateur, parce qu'à Hambourg, il y a eu tout un système d'aide, d'assistance extrêmement novateur, et c'est à Hambourg que la première caisse d'épargne du continent européen a été créée. Donc dès 1813, à la Société de bienfaisance de Marseille, on fait venir quelqu'un de Hambourg qui témoigne des modalités donc de fonctionnement de tels établissements. Et donc, vous voyez que ce que l'on peut retenir, c'est qu'en fait, loin d'être la simple application, déclinaison, diffusion d'un modèle parisien qui se diffuserait du centre vers la périphérie, en réalité, il y a une véritable innovation en matière sociale propre à ce qui se déroule à Marseille, propre à ce milieu philanthropique marseillais qui est très connecté, parfaitement connecté au niveau international, parce que cette réflexion sur la philanthropie, c'est une réflexion internationale, hein, et les Marseillais sont tout à fait partie prenante, sans être dans la simple application d'un modèle loin de là. Alors, qu'est-ce que ça donne concrètement? Ça donne par exemple le fait que la Caisse d'épargne des Bouches-du-Rhône, elle est créée comme étant son statut juridique une œuvre de bienfaisance, alors que celle de Paris, les autres caisses d'épargne françaises, sont des sociétés anonymes. Là, il y a la volonté véritablement de s'ancrer dans la bienfaisance, dans les statuts. Autre élément qui peut paraître anodin, mais qui est important, on ne s'installe pas, comme les autres caisses d'épargne françaises, dans des locaux prêtés. On s'installe, on loue un appartement, rue de la Darse, aujourd'hui rue François Dafsau, et on s'installe en voulant donner une autonomie à cette œuvre de bienfaisance. Donc, des éléments qui déjà marquent une certaine spécificité. Elle est très liée à la personnalité des fondateurs et surtout des administrateurs de la Caisse marseillaise. Deux exemples ici, Jean-Christophe Van Borstel, qui est le premier président de la Caisse de 1821 à 1830, et son vice-président, qui devient président de la Caisse d'épargne lui-même en 1830, Alexis Rostand. Alors, tous les deux sont parfaitement engagés dans les grandes affaires marseillaises. Van Borstel, c'est un négociant originaire de Hambourg, hein, et ça ne peut pas être tout à fait un hasard qu'il soit lui-même originaire de Hambourg. Il est venu juste avant la Révolution, il a fait une fortune rapide, il est très engagé à la Société de bienfaisance, c'est à ce titre qu'il participe à la fondation de la Caisse d'épargne et qu'il en devient le premier président. Alexis Rostand, de même, hein, c'est un industriel et un négociant. Il a créé en 1812 une entreprise textile de fabrication de bonnets de Tunis qui emploie 1500 ouvriers à Marseille en 1812. Hein. Donc, c'est vous dire que ces hommes, ils connaissent très bien la situation de l'économie de la ville et ils savent que lorsque se joue l'entrée
dans le système du libéralisme économique, dans le capitalisme industriel, eh bien, tout dépend de la main-d'œuvre, de la manière dont la main-d'œuvre va s'investir et va pouvoir travailler pour davantage que satisfaire ses besoins élémentaires, mais aussi avoir cet espoir de tirer bénéfice de ces investissements. Et ça, c'est vraiment le rôle très important de ce milieu très spécifique des hommes d'affaires, des grandes affaires marseillaises qui sont investis à la Caisse d'épargne. Alors, comment agissent-ils à la Caisse d'épargne? Comment les choses se passent-elles? Eh bien, Judith l'a dit, évidemment, l'outil fondamental, c'est le livret. Vous voyez ici un exemplaire d'un livret de la Caisse d'épargne des Bouches-du-Rhône ouvert en 1830 par une femme, Mélanie Antique, alors elle a bien nommé, Mélanie Antique. Et donc, cette femme, entre parenthèses, elle peut ouvrir elle-même son livret de caisse d'épargne dès 1830, puisqu'elle n'est pas mariée. Elle est fille majeure, mais elle n'est pas mariée. Ça figure sur le livret lui-même, alors que d'habitude, il n'y a pas la profession ou l'état civil sur le livret, mais là, vous comprenez qu'il s'agit d'être sûr qu'elle a bien le droit de venir ainsi faire ses opérations elle-même. Alors, puisque vous voyez reproduit une partie du livret, vous voyez que lorsqu'elle ouvre son livret et lorsqu'elle vient faire des opérations, elle dépose 300 francs. C'est une somme très importante, c'est une somme conséquente qui est équivalent, par exemple, qui serait équivalent au salaire annuel à cette époque d'une femme, d'une lingère, par exemple. Donc, ce n'est pas exactement le public d'ouvriers défavorisés auquel la Caisse d'épargne est initialement dédiée, peut-être appartient-elle au monde de la boutique. Toujours est-il que cette femme, vous voyez que sur son livret figurent les noms et les professions des administrateurs, Alexis Rostand en tête. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que c'est en fonction de cela qu'elle a confiance dans ce modeste établissement installé dans un petit appartement où il y a une table et quelques chaises. Et elle vient là porter son argent et en échange, elle n'obtient qu'une écriture sur un morceau de papier en quelque sorte. Et qu'est-ce qui motive le fait d'avoir confiance? Eh bien, c'est bien sûr l'engagement de ces grands patrons, de ces grands notables, de ces membres de l'administration. Ils sont moins nombreux qu'ailleurs à Marseille, mais il y en a quand même, dont les noms figurent. Mais c'est pas simplement leurs noms qui figurent. Et ça, c'est une vraie spécificité marseillaise. C'est qu'ils sont présents au moment des opérations. Le livret, il est signé systématiquement Chambon. Et Chambon, c'est le caissier. Il n'y a que 3 employés à cette époque. Ils appartiennent tous à la famille Chambon. Et systématiquement, vous voyez une autre signature qui est celle de l'administrateur de semaine qui est là le dimanche matin pour venir signer les livrets en présence des déposants. Donc vraiment, il se passe là une rencontre qui est tout à fait particulière à la Caisse d'épargne des Bouches-du-Rhône. À Paris, dès le début, ce ne sont que des employés qui sont en contact avec les déposants. Tandis que là, il y a vraiment une autre manière de vivre l'épargne, et c'est Wulfran Puget, et c'est Joseph Pastré, donc ces noms qui évoquent les grandes affaires marseillaises et qui se rendent disponibles pour véritablement produire une pédagogie de l'argent auprès de ces déposants. Une pédagogie de l'argent qui va permettre à la Caisse de devenir prospère au cours du XIXe siècle. Vous voyez ici comment, en 1881, elle achète un très élégant hôtel particulier. Elle est installée dans les rues élégantes du centre-ville depuis son origine. Là, le document de 1907, l'almanach, montre donc la situation en 1907, mais la Caisse d'épargne
possède plusieurs succursales, la première étant celle d'Aix-en-Provence. Sous le Second Empire, Aix-en-Provence, c'est la première succursale de France par son importance. Donc, c'est un établissement tout à fait solide, tout à fait respectable. Et c'est un établissement, vous voyez la citation du président Dugas en 1861, qui devient la tutrice des petits capitalistes. Ainsi, le fait de permettre à des petits entrepreneurs d'avoir ainsi accès à un marché financier à une époque où les banques de dépôt ne sont pas encore ouvertes, eh bien, c'est une mission que la Caisse d'épargne des Bouches-du-Rhône prend à sa charge. Et en ce sens, on pourrait penser qu'elle se rapproche tout à fait de ce que sont les caisses d'épargne à cette époque en France. Donc, elle rentre dans le modèle classique d'établissements qui sont en fait des guichets où l'on vient déposer des sommes qui sont entièrement versées à la Caisse des dépôts et consignations, laquelle verse au titre de rente sur l'État un intérêt fixe de 4%. Donc, la Caisse d'épargne des Bouches-du-Rhône est dans ce modèle-là. Elle est dans ce modèle-là jusqu'au moment où, en 1886, elle élit un jeune président, un avocat de 42 ans, qui est administrateur depuis qu'il a 24 ans. Et lui, il voit les choses tout à fait différemment. Et voyez, il appelle à revenir à la mission initiale des caisses d'épargne, c'est-à-dire véritablement s'adresser à ceux qui apportent le produit de leurs plus modestes économies. Alors, ce nouveau président, c'est Eugène Rostand, c'est le petit-fils d'Alexis Rostand, et il se dédie entièrement à cette gestion de la caisse d'épargne. Il constitue autour de lui, parmi les administrateurs de la caisse, une équipe qui est vraiment représentative de tout ce que le commerce et l'industrie marseillaise comptent comme plus grand patron. Jules Charleroux étant peut-être le nom qui dira les choses de la manière la plus claire, mais je pourrais aussi citer Nicolas Paquet, par exemple, très très investi pour soutenir Eugène Rostand. Et quand la Caisse d'épargne des Bouches-du-Rhône va prendre position à partir de 1886, c'est tout le milieu des affaires marseillaises qui en fait parle par cette voix, soutient, mais ce sont aussi 200 administrateurs de quartier qui ont, parce que des bureaux de quartier sont ouverts à partir de 1886, et donc là, on a une diversification avec des professions plus modestes, mais qui sont aussi solidaires de ces prises de position envisagées par Eugène Rostand. Alors, de quoi s'agit-il? Je vais aller un peu vite. Donc, il s'agit d'abord de favoriser la collecte. Je vais le dire vite parce que Judith en a parlé et puis le film en a parlé. C'est donc arriver à diversifier des produits. Par exemple, avec ces petits timbres épargne. Par exemple, aussi avec le fait de créer, dès 1886, des livrets spécifiques pour les loyers, qui font que le déposant, lorsqu'il apporte sa quittance de loyer, eh bien, il reçoit une petite prime, parce qu'il a bien payé son loyer. Ceci pour favoriser la collecte, et pour favoriser la collecte, on crée des bureaux dans Marseille, seulement à partir de 1886. Jusqu'à 1886, il n'y avait qu'un seul bureau, celui de la Caisse centrale. Mais ce n'est pas simplement développer la collecte qui est l'objet de cette volonté réformatrice d'Eugène Rostand. C'est aussi intervenir, changer l'emploi des fonds des caisses d'épargne, l'emploi de leur fortune issue des dons des administrateurs et l'emploi des livrets. Et là, véritablement, le projet d'Eugène Rostand, c'est de participer à une réforme de l'emploi des fonds, à poser la question de l'emploi des fonds. Et voyez comment il exhorte les administrateurs de la Caisse d'épargne des Bouches-du-Rhône et qui les invite à prendre modèle sur la Banque coopérative ouvrière de Milan, vous voyez ici, qui s'est lancée par exemple dans des prêts
gratuits, des prêts d'honneur, hein, pour permettre à des petits artisans, à des ouvriers, par exemple, de s'installer. Hein. Donc ça, là, dès 1890. Alors comment est-ce qu'une caisse d'épargne française peut faire ça? Eh bien parce que tout simplement, ils obtiennent des décrets dérogatoires au droit national, hein, pour essayer de prouver que c'est possible pour une caisse d'épargne d'être un acteur véritablement du développement de son territoire. Un exemple, le logement à bon marché. Hein. La caisse d'épargne se lance dans toute une veille internationale, participe aux congrès internationaux sur le logement à bon marché, participe à l'exposition universelle de 1889 où elle est primée, et va jusqu'à créer des logements, bâtir elle-même 106 logements pour prouver qu'il est possible en ayant des locataires modestes. Vous voyez, j'ai reproduit ici l'appartenance professionnelle de ces 77 habitants qui font 437 locataires en 1903. Hein, et on y trouve charretiers, ouvriers savonniers, mais aussi instituteurs, donc à la fois des petits employés et des ouvriers. Et le but pourquoi est-ce que la Caisse d'épargne fait cela? Eh bien, pour prouver que le logement à bon marché, ce peut être rentable et ce peut être intéressant, et pour initier un mouvement pour le patronat marseillais. Mais la Caisse d'épargne, elle va au-delà. Elle subventionne aussi et elle initie la création de la première société anonyme d'habitation à bon marché, pour le coup, de France. Et dans le film de la Caisse nationale tout à l'heure, la date qui était donnée, c'était 1895. Or, là, on n'est pas en 1895, on est avant, on est en 1890, parce que la Caisse d'épargne marseillaise, grâce à ses décrets, elle innove, elle ouvre la porte de l'investissement dans le logement social. Elle ouvre la porte aussi du modèle coopératif en finançant une première société coopérative de construction à Marseille, la Pierre du Foyer. Il y a là toute une politique qui est conduite pour que la Caisse d'épargne permette à l'épargne populaire d'être utilisée sur le territoire. C'est pas n'importe quel contexte. C'est la période où, vous le savez, le mouvement socialiste, la Deuxième Internationale, se réunit à Marseille et déclare que l'objectif, c'est l'abolition de la propriété privée. Hein. Et donc là, il y a vraiment une réponse qui est envisagée avec des acteurs de l'économie qui sont appelés à investir le territoire pour une union sociale. Union sociale, c'est le titre de cette sculpture qui orne l'hôtel de la Caisse d'épargne des Bouches-du-Rhône, réalisé donc sous la présidence d'Eugène Rostand en 1904. Et cet hôtel splendide, hein, je finirai là-dessus pour passer la parole à Roland Carta. Cet hôtel splendide, c'est quand même une sorte de paradoxe, hein, parce que si la Caisse d'épargne se lance, dépense tant d'argent dans la réalisation de cet hôtel, eh ben c'est pour manifester sa déception face au fait que en 1895, la loi française a été restrictive. Et qu'en réalité, eh bien, il faut attendre 1912 pour permettre que vraiment les caisses d'épargne aient le droit d'investir dans le logement social par les sociétés anonymes. Mais ça, en vrai, c'est 1950 qu'il faut attendre pour que la loi change vraiment et permette aux caisses d'épargne de devenir un acteur réellement du développement économique. Et à ce moment-là, pour la Caisse d'épargne des Bouches-du-Rhône, ce n'est pas une révolution comme pour les autres, c'est probablement le retour à une logique qui était une logique forte de ses origines. Voilà. Merci pour ce propos très instructif, très riche, et qui a balayé donc l'histoire de la Caisse au XIXe siècle. Tu as évoqué dans ton propos de grands noms, Pastré, les Paquet, Pastré dont la Caisse d'épargne a été construite sur la place, c'est la place Estrangin Pastré, parce que c'est lui qui a financé la fontaine qui s'y trouve toujours.
les paquets, donc le croisiériste, enfin les croisiéristes, les navigateurs, la compagnie de navigation, le franc-puget, et énormément de noms qu'on a pu voir. Donc, véritablement, on voit que les acteurs de la Caisse d'épargne étaient très investis au niveau local. Et j'aimerais, si possible, que tu reviennes en fait sur l'impulsion finalement que la Caisse d'épargne a donnée au monde du commerce, au monde qui soutenait cette économie locale, et finalement à Marseille. Et la deuxième des choses, c'est tu as abordé l'histoire des livrets, le mode de fonctionnement. Et est-ce que tu peux nous dire quelques mots de la façon, des liens plutôt, qui étaient créés entre les habitants des différentes communes dans le département, puisqu'on est sur l'histoire de la Caisse d'épargne des Bouches-du-Rhône à cette époque-là, et justement, quel était le lien qui les unissait à la population? Oui, alors cette question du lien, elle est très importante parce que justement, en ce qui concerne le monde des grandes affaires et la ville, le système marseillais, il se caractérise justement par la pauvreté de ce lien. Le patronat marseillais et le monde des affaires marseillais, c'est pas le Creusot, c'est pas Anzin, hein, il n'y a pas un paternalisme fort, il n'y a pas un investissement fort. Vous savez que le système marseillais, il ne faut pas se cacher, au 19e siècle, il repose sur le fait qu'on a quand même des conditions très dures qui sont en place et que quand ça entraîne conflit social, eh ben on fait venir des immigrés italiens à la place. Hein. Donc on a une présence des affaires dans la ville qui permet le développement, qui permet la croissance, mais qui socialement est peu impliquée. Et justement, c'est par la Caisse d'épargne, hein, c'est par la Caisse d'épargne que, à la fois par le contact et la pédagogie de l'argent récurrente au fil des années, au fil des décennies, véritablement se nouent ces possibilités qui permettent à de petits entrepreneurs d'avoir accès ainsi à un outil financier sûr, garanti, et qui se rapproche d'eux à partir de 1886 avec les bureaux de quartier. Hein. Et donc là, c'est vraiment un outil déjà de développement économique et tout à fait fondamental, de la même manière que pour les grands patrons, c'est par la Caisse d'épargne qu'ils interviennent, qu'ils prennent position et qu'ils nous sévèrent. Alors, pour ce qui est du territoire, c'est une histoire intéressante parce que longtemps, la Caisse d'épargne des Bouches-du-Rhône, elle est un peu, elle flotte un peu dans les habits départementaux que le préfet lui a donnés en étant Caisse d'épargne des Bouches-du-Rhône. Elle a un peu de mal à investir ses succursales. Et d'ailleurs, quand en 1850, l'État légifère en disant qu'il doit y avoir véritablement un contrôle de la part de la Caisse centrale envers les succursales, les administrateurs marseillais sont un peu effrayés, se disent on n'est pas capable de faire ça, et ils votent l'émancipation des caisses d'épargne, des succursales. Hein. Mais les succursales, elles ne sont pas du tout capables d'être émancipées. Pour imaginer ce que c'est qu'une succursale, y compris à Aix. Aix, c'est un tout petit local hein, où il faut attendre le Second Empire pour que la première fois on achète des meubles. Hein. Jusque-là, ça fonctionne véritablement avec le caissier qui est installé dans un tout petit local et qui garde, comme ailleurs à Château-Renard par exemple, lorsqu'il y a une inspection sous le Second Empire, le caissier de la Caisse marseillaise, il est quand même étonné de trouver les fonds de la Caisse d'épargne dans la commode avec les sous-vêtements de la famille. Hein. Donc, les succursales, il faut imaginer que c'est ça. Mais qu'est-ce que c'est qu'une succursale? C'est qu'un caissier qui va au domicile des paysans et qui, ainsi, permet de faire des opérations financières. Alors, de temps en temps, le caissier marseillais dit « Mais vous savez, il faut signer les livrets quand même, il faut écrire, tout ne peut pas reposer sur votre mémoire. » Alors, eh bien, on dit « Mais là, il n'y a pas eu d'écriture, ça fait 3 ans qu'il n'y a eu aucune écriture. » Alors, on rappelle tous les déposants et on leur dit « Voulez-vous bien venir et on va écrire ?» Et personne ne revendique parce que tout le monde a confiance, a une confiance absolue hein, dans ces organismes. Alors, à partir de 1886, ça devient beaucoup plus organisé, bureaucratisé, et les choses entrent dans un système. Mais cette confiance,
c'est quand même quelque chose de fondamental qui permet aussi à la Caisse d'épargne des Bouches-du-Rhône d'initier le crédit agricole dans les années 1880, d'être vraiment à l'origine de la banque coopérative et du crédit agricole avec les expériences de la Caisse d'épargne au champ, parce que la Caisse d'épargne des Bouches-du-Rhône, c'est pas seulement Marseille, c'est aussi la Caisse d'épargne au champ. Voilà. Merci Laurence pour ces réponses très riches. On va peut-être rester sur cette image. Ah, tu veux rester sur cette image? Alors, on va rester sur cette image. Voilà, Merci. Merci beaucoup. Oui, alors, moi, je vais faire un grand bond en avant, puisque on quitte le 19e et je vais témoigner de mon compagnonnage avec la Caisse d'épargne, qui commence non pas en 79, mais en 81. Voilà, j'ai 30 ans. Et l'exercice que vous m'avez fait faire, là, maintenant, à revenir sur ce parcours, finalement, à rebalayer toute une partie de ma vie, 20 ans de ma vie, avec la Caisse d'épargne. C'est à la fois émouvant et c'est, comment dire, un peu désolant parfois, pour ce qui me concerne. Et donc, quand je commence à travailler avec la Caisse, on a fini les 30 Glorieuses. Le choc pétrolier est passé par là. On est passé d'une économie de la demande à une économie de l'offre. On est passé de la défense du salaire à la défense du profit. À la manœuvre, il y a M. Reagan aux États-Unis, Mme Thatcher en Europe. La France, pendant 2 ans, a une politique économique un peu en rupture avec ça, mais en 83, elle rejoint le peloton. Et donc, on est là dans la dérégulation, la mondialisation. Et cette dérégulation et cette mondialisation amènent à entrer de plein pied dans l'économie libérale. C'est comme ça que moi, je rentre dans le, comment dirais-je, professionnellement, dans ce compagnonnage avec la Caisse d'épargne. Et je rentre dans ce compagnonnage à un moment où, concomitamment à ces modifications macroéconomiques, s'opère au cœur de la Caisse d'épargne un mouvement de réforme, un mouvement de réflexion autour du groupe ancien, dont fait partie un administrateur sétois qui finit par rejoindre Marseille. Comme moi, des Basses-Alpes, je suis arrivé à Aix. Donc, finalement, c'est la rencontre de 2 jeunes gens, finalement, un jeune architecte et un jeune dirigeant de Caisse d'épargne, et c'est évidemment Charles Millot que je pense. Ce métier change à ce moment-là. On passe du livret A à l'ami financier. L'ami financier qui nous dit, j'ai écrit pour ne pas me tromper, le bon conseil au bon moment. Voilà, c'est cette époque-là. C'est cette époque-là où, sous la dynamique, la prise en compte des faits tels qu'ils étaient, et une prise en compte objective, réaliste, un certain nombre de modifications s'opèrent. C'est-à-dire que quand je commence à travailler pour la Caisse d'épargne, c'est la Caisse d'épargne des Bouches-du-Rhône et de la Corse. Très vite, ça devient la Caisse d'épargne PAC. C'est-à-dire que des fusions s'opèrent de toutes les caisses des Basses-Alpes, de toutes les caisses des Hautes-Alpes, des caisses du Vaucluse, le Var et les Alpes-Maritimes continuent leur chemin de leur côté. Et donc, un beau jour, je rencontre le président, car à l'époque, c'est le moment où on passe de l'ancien système de gouvernance au système directoire et l'Écosse. Et je rencontre le président du directoire qui me dit, voilà, il va falloir refaire toutes les agences. Et il me dit, dans un premier temps, on va en faire 50. Voilà. Dans un deuxième temps, on va en faire 50 autres. Et puis on va continuer comme ça. Et
un peu audacieux quand même, parce que moi j'ai 30 ans, je suis assez sûr de moi, cette certitude, cette confiance et cette estime de moi-même ne m'a pas vraiment quitté, mais j'ai pas d'outils. Et je n'ai pas non plus autour de moi les moyens qui ont été développés depuis. Les ensembliers n'existent pas. Donc on travaille, et ça a été une manière formidable d'irriguer le tissu des PME, dont on nous parle beaucoup aujourd'hui, au moment de l'allotissement pour les écoles de Marseille. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait travailler des artisans, des petites entreprises, et ça a irrigué, conforté des savoir-faire. Pendant tout le temps où la Caisse d'épargne a continué à produire toutes ces agences, des métiers ont été sauvegardés. Certains depuis ont disparu. Donc ça, c'est aussi la façon dont les caisses d'épargne ont accompagné le soutien économique de l'activité du bâtiment. Alors je vais passer à... Voilà. La première... alors à l'époque, je suis installé à Aix, donc la première caisse d'épargne, c'est celle d'Aix. Ce n'est plus la petite succursale dont on parlait à l'instant, c'est en plein quartier Mazarin, parce que la caisse d'épargne a toujours eu le sens de l'emplacement. C'est à l'angle du cours Mirabeau et d'une rue bien connue pour abriter une boîte de nuit célèbre qui est la rue Frédéric Mistral. Et là, on m'appelle parce que c'est la première caisse à faire, mais des travaux ont commencé sans autorisation par des techniciens un peu hasardeux, et donc il a fallu remettre au bon ordre, avoir un permis, etc., etc. Mais on voit très bien dans ce... Ah, je croyais qu'il y avait... on n'a pas un petit truc, là, voilà. Ça, c'est la salle des coffres, et ça avait beaucoup agacé l'architecte des bâtiments de France, qui, déjà à l'époque, entendait conserver les arbres des cardinaux. Ensuite, voilà, c'est un travail sur l'architecture du XVIIe, très bel hôtel particulier, assez mal construit. Une des caractéristiques d'Aix, l'architecture de ce quartier, c'est que l'argent a été mis sur la façade pour montrer sa munificence, mais que finalement les conditions dans lesquelles de statique et de solidité étaient réalisés les ouvrages étaient un peu critiquables. On a eu quelques surprises au cours du chantier. Ensuite, ça c'est un autre exemple. Je vous fais grâce, on ne va pas en passer 50 ou 100. Hein. Ces salons, c'est la transformation d'un cinéma. Là aussi, la Caisse d'épargne est très bien placée, avec l'équidistance de la maison de Nostradamus et du château de Lampéry, dans une rue très, très passante. Et ça a été ce qu'à l'époque, on appelait déjà des agences phares. Elles étaient plus grandes que les autres. C'est une époque où non seulement on refait toutes les agences, mais on s'intéresse à deux choses, au rapport de l'établissement avec sa clientèle. C'est la disparition des pare-balles, c'est la disparition de tout ce qui mettait à distance la clientèle du personnel de la banque, mais c'est aussi une façon d'honorer et d'une certaine manière de bien traiter son personnel. Les gens qui, à l'époque, passaient des vieilles agences aux nouvelles agences étaient extrêmement honorés de travailler dans des banques qui ressemblaient, d'une certaine manière, on va dire, aux autres banques, qui avaient engagé ces processus de réhabilitation un peu avant. Ensuite, voilà. Ça, c'est une agence, c'est l'agence d'art. Je crois que depuis lors, elle a été arbitrée. Je crois que vous l'avez cédée. Là aussi, elle est très bien placée, hein, place de la République. Voilà. Donc ça a été un temps de travail autour de la nécessité de fusionner et de faire économie d'échelle. Voilà, c'est ainsi que les choses m'avaient été présentées, avec la nécessité aussi de faire naître un réseau. Il y avait vraiment cette souci au cœur du travail de l'effet de réseau. Il fallait que il y avait une charte chromatique, il y avait des chartes graphiques, il y avait tout un travail autour de la nécessité de l'effet de réseau. Ensuite,
c'est aussi l'époque de la modernisation des systèmes d'information. Et à cette époque-là, voilà, il y a déjà une forme de rivalité, on va dire ça comme ça, entre Aix et Marseille. À l'époque, le maire de Marseille, M. Vigouroux, le maire d'Aix-en-Provence, c'est M. de Peretti, on veut dire que les deux hommes ne s'aiment pas, et déjà à l'époque, moi je dirais Aix, donc je regardais Marseille depuis Aix, avec d'une certaine façon une conversion du regard que j'ai été amené à faire après, mais à Aix, on était persuadé que Marseille était une ville totalement en faillite, qu'elle allait disparaître corps et bien, et que les développements de la Caisse d'épargne ne pouvaient pas se dérouler ailleurs qu'à Aix-en-Provence. Il y a eu des incitations à venir s'installer dans cette ville, et bon, comme elle était géographiquement par rapport à l'ensemble de la réorganisation de la Caisse mieux placée, au croisement des autoroutes, à côté de la gare du TGV, pas très loin de l'aéroport, et que ça m'amènera à parler maintenant de la modernisation des systèmes informatiques. La Caisse d'épargne des Bouches-du-Rhône et de la Corse, la Caisse d'épargne du PAC, avait fusionné avec LR pour le système d'information. C'est ici que nous avons fait le premier centre informatique réellement à jour, avec une bascule qui s'est opérée au détour des années 93-94. C'est aussi l'époque où tout le back-office de la Caisse se réorganise et se concentre toujours à cet endroit sur Aix-en-Provence. Ici, on a la direction technique. Avant, il y avait les supports bancaires, imprimerie, archivage, etc., etc. Voilà. Mais, et ça, c'est le bâtiment d'Arpège qui était l'opérateur des systèmes d'information pour la Caisse d'épargne, car c'était le choix de la Caisse d'épargne PAC d'avoir pris cet opérateur. Et ensuite, il y a, c'est l'époque où on s'ouvre aussi au PME-PMI, c'est l'époque où je décide de quitter les systèmes bancaires qui étaient les miens, de la banque classique, pour rejoindre et pour prendre comme banque référence, comme banque de chef de file dans mon agence, la Caisse d'épargne. Et je veux dire qu'à l'époque, quand j'ai dit à mon banquier que je le quittais pour la Caisse d'épargne, quand j'ai dit à mes confrères que j'allais avoir comme banque la Caisse d'épargne, le banquier n'était pas content, mais les confrères m'ont regardé avec un petit sourire ironique sur le mode, mais enfin, ils savent pas faire, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une lubie. La Caisse d'épargne est toujours ma banque. Elle a accompagné toutes les transformations de mon entreprise, et je viens d'opérer une fusion avec une agence parisienne. Elle restera la banque de référence de la nouvelle structure. Donc, on ne garde pas comme agence chef de file des gens qui ne savent pas faire. Voilà. Je voulais vous le dire ce soir, comme ça, c'est fait. C'est un très bon choix. C'est un très très bon choix. Et puis, à ce moment-là, il a fallu, évidemment, pour apaiser ce grand mouvement, il a fallu faire esprit maison. Et quand on recherche à faire l'esprit maison, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de bâtir ou de rebâtir ou de réhabiliter un siège? C'est l'époque où, en France, beaucoup de sièges ont été réhabilités, de sièges régionaux, qui permettaient d'identifier la caisse comme étant la caisse régionale, qui permettaient de regrouper évidemment les collaborateurs. Et c'est à ce moment-là que la caisse, après quelques années d'hésitation, a décidé d'implanter définitivement son siège à Marseille, de le faire à côté du siège historique, tout à côté. Et c'est à ce moment-là qu'on a réalisé ce bâtiment sur un foncier qui était avant occupé par une tour de moindre capacité d'accueil.
Voilà, ça c'est l'auditorium dans lequel nous nous trouvons. Et enfin, on est rentré à ce moment-là dans le 21e siècle. On est en 2001, 2002. L'entrée dans le 21e siècle commence par les attentats du 9/11, des Twin Towers. Il y a un choc là qui s'opère, un choc de civilisation. Je pense que tout le monde a été frappé par ce choc, et par cette rupture, et par ce nouveau paradigme. On vit dessus depuis. Et donc, il y a eu peut-être, à ce moment-là, car c'est à ce moment-là qu'on m'a passé cette commande, l'idée de retrouver ses racines, l'idée de peut-être faire une pause dans le programme immobilier, je parle. On n'a jamais cessé de continuer à œuvrer sur d'autres domaines, mais c'est le besoin de retourner à ses racines. Et donc, on a été amené à donc travailler sur le siège historique. J'avais fait dans les années 80 le dernier étage du siège, où il y avait des logements et où maintenant le directoire est installé. Et là, il s'agissait de retrouver ce qu'étaient les racines de la caisse, de retrouver l'idée d'une verrière qui existait au 19e, au début du 20e, au moment où on tournait à réaliser le bâtiment. C'est aussi l'idée de mettre en opposition ici, quand on réhabilite, il faut savoir comprendre le travail de l'architecte qui nous a précédés, mais aussi savoir manipuler les symboles. Et c'était d'une certaine manière l'idée de mettre en opposition les fondations avec cette pierre très, très brute du sous-sol, et puis le premier étage qui a une forme de progrès avec ces colonnades en marbre jaune d'Abyssinie qui avaient été offertes par Cantini à la Caisse d'Épargne. Cantini, je vous le rappelle, était administrateur. Il était également membre de la Chambre de commerce. Il était également membre de l'Académie d'architecture, de Marseille. C'était souvent à l'époque un trépied. On était administrateur de la Caisse d'Épargne, on était à l'Académie de Marseille et on était à la Chambre de commerce. Voilà. Et donc, c'est un témoignage, et c'est le dernier, du travail que j'ai accompli pendant, on va dire 25 ans, de manière assez active, avec vous. Alors, évidemment, c'est pas fini. Je pense que vous allez continuer à construire. Je pense que vous allez continuer à le faire, comme vous l'avez toujours fait, j'imagine, en anticipant et en accompagnant les transitions. Aujourd'hui, les transitions, elles sont numériques. Je crois que vous êtes à jour sur ces points. Elles sont environnementales, vous le savez bien. Il faut construire dans des conditions de précaution. Il faut protéger le climat, protéger notre environnement. Mais il faut aussi continuer à faire ce pourquoi vous avez toujours existé d'une certaine façon sur l'espace public, c'est-à-dire avec votre responsabilité sociale. Ce que, au XIXe siècle, on appelait des personnes animées d'intentions bienveillantes, ce qu'aujourd'hui on appelle responsabilité sociale. Voilà, je vous remercie. Alors Roland, oui, merci beaucoup pour ton témoignage et pour ce retour sur l'histoire de la caisse au XXe siècle. Quand on a échangé sur cette table ronde, sur sa préparation, tu m'as parlé vraiment de ton investissement et de la façon dont les chantiers s'étaient passés. Et du coup, j'ai envie vraiment de partager avec l'Assemblée quelques-uns des souvenirs que tu as évoqués. Donc, est-ce que tu pourrais revenir sur justement la façon dont se sont déroulés certains chantiers, quelques anecdotes que tu pourrais partager avec nous? Je ne l'avais pas dit à l'époque, mais je sortais de l'école. J'avais quelques idées de la façon dont on devait construire. J'avais quelques bases scolaires de ce que devait être l'architecture. J'avais quelques lignes directrices. Mais disons que mon expérimentation personnelle était modeste. Voilà. Et quand on se lance dans un programme aussi ambitieux que celui-là, avec des enjeux aussi forts que cela, et qu'on a peu de temps, parce que je vous ai dit 50 agences, mais la commande, c'était 50 agences en 5 ans.
Voilà, il fallait aller très très vite. On a un peu dépassé les délais, je dois vous l'avouer. Mais parfois, on ne fait pas, comment dirais-je, les diagnostics suffisants. Et un jour, je me souviens, c'était le 23 décembre, donc la veille de Noël, on réhabilitait l'agence Notre-Dame-du-Mont. La particularité de ce secteur, c'est qu'il y a des poches de poudingue qui emprisonnent de l'eau. Et on avait un ouvrier qui travaillait au marteau-piqueur, je ne sais pas pourquoi il travaillait au marteau-piqueur, celui-là, mais tout d'un coup, on le voit disparaître. Il passe à travers un trou, il tombe dans un lac souterrain. Alors, on dit que le 23 décembre, il a fallu faire un arrêté de péril, il a fallu aller d'abord récupérer le malheureux qui était au fond de l'eau et qui ne savait pas nager. Ensuite, envoyer des plongeurs pour vérifier que tout ça n'allait pas perturber la vie du quartier. Voilà, c'est une des anecdotes. Mais l'anecdote, je dirais que ce qui m'avait le plus frappé à l'époque, tout de même, c'était cette rivalité entre Aix et Marseille. C'est-à-dire cette idée que on ne peut pas réunir ce que l'histoire et la géographie ont désuni. Voilà. Et ça, c'était ce que m'avait dit un philosophe d'Aix. Il m'avait dit ça. Vous aurez beaucoup de mal à réunir ce que l'histoire et la géographie ont désuni. On va continuer à œuvrer pour réunir l'histoire et la géographie. Voilà. Merci Roland. Merci Roland. Du coup, on va à présent conclure cette table ronde sous la forme d'une intervention de Joël Chassard, comme je vous l'annonçais. Donc, on a vu que l'histoire de la Caisse était très riche, qu'elle avait connu de nombreux rebondissements, qu'elle avait aussi eu plusieurs axes, donc que ce soit l'assistance, que ce soit le financement. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits. Et donc, on a cheminé au cours du temps. Donc, la question que j'aimerais vous poser à présent, Monsieur Chassard, c'est est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur l'histoire récente de la Caisse d'épargne, histoire de faire le lien justement avec les présentations qui viennent d'avoir lieu. Oui, ce sera avec plaisir. Oui, vous m'entendez. Simplement, juste peut-être avant, je voulais quand même excuser l'absence du président de conseil d'orientation et de surveillance, qui lui-même est un passionné à la fois par l'histoire et les valeurs de la Caisse d'épargne. Donc voilà, il était pris au niveau national. Donc, je voudrais que vous l'excusiez. Moi, je dois aussi vous remercier pour la qualité de vos interventions. C'est toujours impressionnant d'intervenir après des spécialistes de l'histoire, et puis un homme qui a laissé sa trace dans l'histoire de la Caisse d'épargne et des territoires. Voilà. Alors, juste peut-être quand même pour le spécialiste, un petit reproche. On ne s'appelle pas Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse. Le directoire comprend, parce qu'effectivement, on se bat, on s'appelle Caisse d'épargne, c'est pas que là, peut-être que c'est écrit là sur le mur. Depuis un certain temps. Alors, je sais que c'est une difficulté parce que tout le monde nous écrit avec Provence-Alpes-Corse, mais je voudrais quand même profiter pour rappeler qu'on a aussi, au-delà de la Provence, des Alpes, de la Corse, la Réunion, Mayotte, Guadeloupe, Martinique, Guyane, et puis Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc voilà. Alors c'est vrai que la CEPAC, à un moment donné, est devenue CEPAC avec la Réunion, et puis après, bon, c'est quand même difficile d'allonger tous le nom de la Caisse d'épargne. Donc c'est le directeur précédent qui a pris la décision de l'appeler Caisse d'épargne CEPAC. Voilà. Mais ça n'a pas de signification, et surtout pas Provence-Alpes-Corse, plus en tout cas. Voilà, donc je voulais juste corriger ça, j'en profite parce qu'effectivement, il y a tellement de documents encore qui parlent de Provence-Alpes-Corse. C'est vrai qu'on en est fiers, c'est quand même une grosse partie de notre territoire, mais on a aussi une autre partie. Donc là, moi je voulais, je disais, c'est toujours impressionnant de parler après des spécialistes, donc je voulais simplement vous parler de la période récente, mais plutôt avec le regard de celui qui a vécu cette période, qui a vécu l'évolution de la Caisse d'épargne, parce que c'est vrai que vous l'avez vu, ça avait beaucoup changé dans les 180 années précédentes, et puis au cours de ces 20 dernières années, ça a encore bougé très très fort. C'est vrai que j'ai connu moi aussi la période des fusions, hein,
je suis rentré en caisse d'épargne, il y avait 480 caisses d'épargne. Il n'y en a plus 15. Alors, pas parce qu'elles ont disparu par faillite ou autre, hein, par regroupement successif, pour en faire des établissements effectivement tout à fait puissants et remarquables. Donc voilà, donc cette période, je dirais récente, moi je tenais à insister peut-être à la période depuis 99, hein, c'est-à-dire le changement de statut. Il faut se rappeler que caisse d'épargne avait un statut un peu bizarre. Avant, effectivement, 99, c'était un statut dit sui generis, un peu assez proche des fondations, mais ce n'était pas non plus le statut des fondations. Et puis la problématique, c'est que en fait, les fonds propres des caisses d'épargne, qui étaient des caisses d'épargne riches, qui avaient accumulé des fonds propres durant 180 années, eh bien effectivement, l'État qui avait besoin de sous dans les années 90, déjà besoin de sous, et encore, je dirais, lorgnait quand même depuis un certain temps sur les fonds propres des caisses d'épargne. Et en fait, c'est Pierre Greg-Laubois qui a trouvé la solution en disant que les épargnes appartiennent à la nation. Donc voilà, il y a un retour à l'État. Il y a eu une petite mainmise sur les fonds propres des caisses d'épargne. Et comme vous le savez, pour pouvoir se développer, une banque a besoin de fonds propres. Eh bien, le meilleur statut qui a été choisi, bon, je sais que Charles Miot, qui a été évoqué, a beaucoup œuvré aussi sur l'adoption de ce statut. C'était le statut coopératif, puisque en vendant des parts sociales, c'est aussi, effectivement, c'est pas une action, mais en tout cas, les sociétaires sont des copropriétaires de la caisse d'épargne. Il faut le rappeler. Et donc, part sociale fait partie des fonds propres des caisses d'épargne. C'est bien sûr pas la seule façon d'alimenter les fonds propres, c'est aussi par l'accumulation des réserves qu'on peut augmenter ces fonds propres. C'est important et ça permettait de reconstituer le capital et les fonds propres des caisses d'épargne assez rapidement. Donc ça, je dirais que la première période de ce changement de statut, qui a duré à peu près une dizaine d'années, j'avais envie de l'appeler statut coopératif financier, et puis un peu sous contrainte. Voilà. Donc financier, effectivement, puisque les épargnes avaient intérêt à reconstituer leurs fonds propres très, très rapidement. Et puis, pour le faire, c'est vrai qu'on a peut-être vendu pendant cette première période des parts sociales comme essentiellement un produit financier. On n'insistait pas tant que ça sur le fait qu'effectivement, être sociétaire, c'était aussi être copropriétaire de la caisse d'épargne et que ça donnait aussi un certain nombre de droits et de devoirs. Donc, une période un peu sous contrainte et sous contrainte aussi acceptée parce que, à l'époque, dans nos statuts, on avait encore une obligation de mission d'intérêt général. Ça, faut aussi se le rappeler, hein, ce qu'on appelait les MIG à l'époque, mission d'intérêt général, qui était liée au fait que les caisses d'épargne avaient le monopole de la distribution du livret A. Bon, il y avait le livret bleu du Crédit Mutuel, mais ça c'était un petit peu autre chose. Donc ça c'était important et c'est vrai que c'était une période pas forcément facile à vivre parce qu'il y avait des intérêts et des objectifs ambitieux sur le plan financier, obligatoire. Et puis parallèlement il y avait ces missions d'intérêt général qui parfois étaient vécues un peu comme étant obligatoires et non intégrées complètement à l'activité de la caisse d'épargne. Donc ça c'est une période, je dirais, transitoire qui s'est achevée en 2009 avec la banalisation en fait, du livret A. Donc banalisation du livret A qui était la contrainte de ces missions d'intérêt général dans les statuts, disparaissant, les missions d'intérêt général n'étaient plus obligatoires. Et c'est là que je pense que les caisses d'épargne ont véritablement pris leur envol au niveau du statut coopératif, parce que c'est un statut qui a été complètement choisi et assumé pour différentes raisons, tout en s'inscrivant dans les valeurs historiques et fondatrices des caisses d'épargne. Donc ça, c'est important de le repréciser. Donc elles ont décidé effectivement de dire on continue, même si on n'a plus dans les statuts des missions d'intérêt général, mais on continue à œuvrer dans l'esprit des valeurs fondatrices. Et parallèlement, je pense qu'on s'en était rendu compte depuis un certain temps, hein, le statut coopératif était sans doute celui qui permettait aussi aux banques de se développer en France le plus fort. Hein. Quand on regarde l'histoire des 30 dernières années, ce sont sans conteste les banques coopératives qui ont gagné du part de
marché, qui ont amélioré de façon très sensible leurs résultats. Et je dirais que les deux nationales, voire internationales, qui existent encore en France, ne cessent de perdre du terrain et effectivement de se concentrer plutôt sur, d'une part, les grandes cités et surtout aussi sur l'activité internationale. Donc, j'ai tendance à penser que si on se projette dans l'avenir, ce sont effectivement les banques coopératives qui continueront. Et ça, c'est un choix qui était complètement assumé cette fois-ci, pas pour des raisons uniquement financières de reconstruction de capital social, mais c'était aussi parce que le statut de banque régionale coopérative, vous savez bien, c'est celui qui permet bien sûr de collecter sur nos territoires pour refinancer les projets des territoires. Et puis, au-delà de ça, le statut coopératif nous libérait des contraintes financières court-termistes qu'avaient les banques nationales et internationales de retour de rentabilité sur l'activité à très court terme. Donc voilà, nous, on n'est pas polarisé sur nos résultats trimestriels. Ce qu'on regarde, c'est effectivement la performance, bien sûr nécessaire pour pouvoir continuer à se développer et être utile à nos territoires. Donc ça, c'est un point absolument fondamental et sur lequel je trouve qu'on a beaucoup progressé, alors qu'en 2009, tout le monde se disait « Oh là là, qu'est-ce qui nous arrive avec la dollarisation du livret ?» En fait, je pense que c'était plutôt quelque chose qui nous a permis de nous libérer et d'être à la fois plus en accord avec ce nouveau statut coopératif et plus en accord aussi, de façon choisie, avec nos valeurs fondatrices. Donc voilà, je dirais que globalement, et c'est vrai que j'en oublie de passer, je parle, non, pas celle-ci, bon, j'ai trop vite, hop là, voilà. Donc sur cette histoire assez longue, mais avec un statut coopératif récent, dont je vais retracer un petit peu les deux périodes, notre réflexion, finalement, au sein du groupe, je dirais, nous a mené à réfléchir en 2018-2019 à une raison d'être qui, pour raison de Covid, n'a été adoptée qu'en 2021. Donc c'est la raison d'être qui est ici. Je dois être utile à chacun de nos clients et contribuer durablement au développement économique et sociétal de nos territoires. Ça peut paraître très banal. Et en fait, pouvoir être appliqué à pas mal d'entreprises. La spécificité, je pense, c'est que, c'est sincère pour les d'épargne, et puis c'est crédible, surtout compte tenu de notre histoire. Voilà, les RSE dont on parle maintenant, on en fait depuis 200 ans, et ça donne quand même une avance considérable, je pense, sur la plupart de nos concurrents. Le statut coopératif en lui-même ne porte pas ça en tant que tel. Si on regarde nos concurrents, les coopératives bien connues, le Crédit Agricole, effectivement, c'était un groupement d'intérêts d'agriculteurs. Nos cousins des banques populaires, c'était plutôt du côté de l'artisanat et des commerçants, mais c'était toujours un groupement d'intérêts. Nous, je pense qu'on est devenu une banque à part entière, ça c'est clair, mais aussi une banque à part. Je crois que Roland on a bien connu aussi cette période. C'était un slogan des années 80-90. Ouais, une banque à part entière, mais à part. Et je pense que ça correspond effectivement à ce que nous sommes. Alors c'est vrai que chacun des mots peut être commenté. L'utilité, être utile, ça faisait partie de beaucoup d'actes fondateurs de caisse d'épargne dans les textes fondamentaux. Je pense que vous avez pu le retrouver aussi. Et puis tout à l'heure, j'ai lu aussi la citation de Rostand qui parlait aussi d'utilité de façon très nette. Donc ça colle à notre histoire, on est complètement dedans, et c'est vrai que la banque, je pense que ça fait rêver personne, mais par contre, on peut être utile à nos clients et favoriser, y compris leurs rêves. Donc vous savez, notre signature, c'est devenu vous être utile. On s'était égaré un petit peu avec la signature précédente, la banque nouvelle définition, je ne vais pas dire grand-chose. Mais Roland doit s'en souvenir aussi, puisque il aime bien ça. Auparavant, c'était et si une banque vous aidait à vivre mieux. Et là, on était déjà complètement dans les préoccupations d'aujourd'hui vis-à-vis de nos clients et sociétaires. Donc voilà, à chacun de nos clients, et c'est Roland aussi qu'il faut penser. C'est vrai qu'à l'époque, vous avez rejoint la caisse d'épargne, ça pouvait paraître un petit peu iconoclaste pour un entrepreneur de rejoindre la caisse d'épargne. Non, là maintenant, nous sommes absolument sur tous les marchés avec de très 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 belles réussites des spécialistes. À la CEPAC, je sais
top. On est le premier financeur du groupe BPCE en ce qui concerne les énergies renouvelables. 4e en France, pas les banques régionales, au niveau français. Donc je pense qu'il faut, le répéter. Et puis évidemment, vous l'avez souligné, sans doute une période où on a peut-être voulu un peu trop montrer qu'on savait tout faire. Peut-être un petit peu trop centré sur de la premiumisation. Là, je pense qu'on revient maintenant à quelque chose qui colle mieux à ce que nous sommes et qui en plus est aussi rentable, je dis profitable, parce que quand je dis être utile à chacun de nos clients, nous faisons bien tous nos clients. Moi, je suis de la génération de ceux qui ont étudié l'économie dans les bouquins de Raymond Barre, et je me souviens que effectivement, il disait que valait mieux prendre un peu à beaucoup que beaucoup à peu. C'est un peu ça en termes de marge, de logique de marge. Quand on a le nombre, eh bien, ça fait aussi la puissance et le résultat, il ne faut pas l'oublier. Et puis, bien sûr, contribuer durablement au développement économique et sociétal de nos territoires. Il y a un mot qui est important, durablement, parce que, effectivement, je le disais, le statut le permet. On y va pour la durée, avec un retour dans la durée aussi. Ce n'est pas une recherche de profitabilité à très court terme. Et puis, c'est vrai que ce terme, je pense qu'on aurait sans doute plus insisté si la réflexion avait été menée post-Covid, pour peut-être insister sur l'aspect durable au sens transformation écologique, énergétique, etc. Mais on peut dire quand même que le terme durablement implique aussi ça, c'est-à-dire qu'effectivement, le développement économique et sociétal de notre territoire, on y sera particulièrement sensible et très regardant au fait qu'il se fasse sans doute, bien sûr, en respectant tous les critères ESG et tout particulièrement les aspects environnementaux. De façon très claire. Bon, de toute façon, je ne regarde pas mes notes, donc ça ne sert pas forcément à grand-chose. Donc voilà, j'aurais encore plein de choses à vous dire, mais je pense que en passant, on va passer à la partie. Vous avez peut-être une question là, Justement, pour rebondir ce sur que vous venez de nous exposer, donc aujourd'hui la CEPAC est la deuxième caisse d'épargne de France, et j'aimerais vraiment revenir avec vous sur cette raison d'être que vous avez présentée. Comment elle se décline au niveau local, au niveau de la CEPAC? Je vous le disais, cette période, même s'il y a des périodes un petit peu différentes dans l'ère moderne, je pense qu'on est vraiment à un moment où on est en capacité de totalement intégrer ce qu'on a toujours été, notre stratégie RSE, notamment à notre stratégie de développement. La transition écologique et l'inclusion, ce sont les deux enjeux fondamentaux du XXIe siècle. Voilà, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus quand on les interroge. La préoccupation, même pas seulement des Français ou des Européens, dans le monde, c'est ça, quoi. C'est le climat, la biodiversité. Donc là, on sait que de toute façon, on devra y aller. Et puis c'est vrai que aussi toutes les études montrent que il y a un écart de plus en plus grand entre les plus fortunés, on va dire, et puis les moins favorisés. Donc c'est important que la caisse d'épargne soit vraiment présente sur ces deux éléments fondamentaux. Et puis post-Covid, on a vu que la santé devenait une préoccupation aussi majeure. Mais quand je dis qu'effectivement on intègre stratégie responsabilité sociétale et environnementale à notre stratégie de développement, c'est qu'on essaie d'être présent effectivement sur les deux aspects, à la fois sur notre métier de banquier, sur ce qu'on finance, sur la façon dont on réalise notre métier de banquier, et puis aussi sur notre engagement. Donc si on prend les éléments sur la transition écologique, sur le métier, je vous l'ai déjà dit en termes de financement, de financeurs, mais au-delà de ça, on essaie aussi d'accompagner les besoins des particuliers. On s'est associé à une start-up toulousaine qui s'appelle Cosynergie, une plateforme qui fait du all-inclusive pour aider les particuliers à la rénovation énergétique de leur logement. Donc c'est quelque chose qui démarre et qui est appelé à se développer assez fortement. On a
aussi, grâce à une de nos filiales dans le domaine du capital investissement, Smart Capital, on a créé un fonds éco-responsable. C'est le premier fonds éco-responsable à destination des particuliers. Ils peuvent investir à partir de 1 000 euros, donc c'est quelque chose d'assez important. Et puis, au-delà de ça, du côté de notre engagement, on a été partenaire du Congrès mondial de la nature à Marseille, qui s'est tenu à Marseille. On a été partenaire privilégié au niveau bancaire. Et puis, on cherche aussi, bien évidemment, à réduire notre empreinte carbone. On s'est engagé à diminuer cette empreinte de 15% d'ici 2024. Donc, il y a bien les deux parallèles, métier et puis engagement. Si on prend l'exemple de la santé, c'est assez simple, on est le premier financeur, mais il faut le rappeler quand même, des hôpitaux sur le territoire. Donc voilà, et puis je ne veux pas m'étendre, mais l'an passé, au moment de la crise, on a pris l'initiative de verser avec nos administrateurs aussi, qui s'y sont associés, 200 000 euros à l'IHU. Donc là, je ne suis pas polémique vis-à-vis du patron de l'IHU, mais en tout cas, un centre aussi réputé au niveau mondial. Je pense qu'effectivement, il fallait qu'on soit présent. Et puis, bien sûr, je ne peux pas passer outre l'habitat. On est forcément très présent sur le métier. Nos financements de crédit immobilier ont encore fortement progressé. On gagne des parts de marché assez importantes. On essaye de favoriser ce qu'on appelle la verticale de l'IMO en étant présent sur l'ensemble des métiers, que ce soit promotion immobilière ou depuis le logement social, puisque, vous le savez aussi, on est très présent, j'en profite pour saluer les amis qui sont là aussi dans la salle, on est très présent, et tout particulièrement sur Marseille, au niveau du logement social, avec des établissements type Erilia, on a également Sojima et puis le GIREM qui sont présents. Donc c'est quelque chose sur lequel aussi on est présent et engagé parce que le logement social, moi je le mets du côté des engagements, pas forcément du côté du métier, parce que on est présent, on a investi des fonds propres, des caisses d'épargne, sans retour, puisqu'il n'y a pas de distribution de dividendes. Donc le retour qu'on veut, c'est un retour d'image, bien évidemment. Et voilà, je le sais, et ils le savent bien aussi, ceux qui sont présents. C'est vrai que si on pouvait dire, voilà, quand on se balade devant un logement social, ça c'est la signature qui dépanne parce qu'on y vit bien, l'architecture est bien, les logements sont sympas. Je pense que ce serait parfait. Et puis on va au-delà, et avec Erilia notamment, et nos voisins de Côte d'Azur, on est allé aussi sur le logement intermédiaire en créant une foncière entre nous pour essayer d'exploiter tous les éléments. Donc je ne voudrais pas être trop long sur l'inclusion, bien sûr que c'est aussi notre métier, notamment via Créasol, Institut de microcrédit financier. Donc là aussi, via Créasol, on s'adresse à des gens qui n'auraient pas de crédit bancaire, en fait. Donc ça, c'est un point important. Et puis, on s'appuie aussi sur d'autres structures qui financent la pédagogie. Je pense que ce n'est pas la peine de développer plus. Le titre dit ce qu'on y fait. Et au-delà de ça, l'inclusion. L'inclusion, c'est aussi l'inclusion par le sport. On est présent sur un certain nombre de domaines. Sport dans la ville. Et puis, par exemple, l'école des 15 également au niveau du rugby, qui s'adresse aussi à des jeunes plutôt défavorisés. Et puisque je parle des jeunes, alors bien sûr, les jeunes, sur le plan bancaire, c'est notre avenir, c'est l'avenir de la banque, c'est l'avenir de la société, c'est eux qui auront les manettes demain. Donc il est clair qu'on souhaite se développer. C'est vrai qu'on a perdu un petit peu l'avantage qu'on avait par le passé avec le livret A qui était distribué et dont les caisses d'épargne avaient le monopole. Mais donc, on continue, oui, bien sûr, oui, c'est tout à fait. Et on continue, et bien évidemment, il y a, vous savez, post-Covid, les jeunes ont particulièrement souffert. Et là aussi, on a créé un fonds d'association, donc une partie sera consacrée et créée aussi au financement d'associations qui
fond des jeunes un peu déshérités, entre guillemets, qui ont en tout cas pas mal de difficultés. Donc voilà, je pense que j'ai fait pratiquement le tour de tous les axes. J'ai été peut-être aussi un peu long, mais ça me paraissait important quand même qu'on puisse bien insister sur ce fait que notre stratégie est claire et il ne s'agit pas de mener une stratégie parallèle. C'est vrai qu'il y a une période, ça a pu être le cas pour les d'épargne aussi, au niveau de ce qui était philanthropie ou RSE. On réussira, et je pense que ce sera notre force demain, en étant totalement en cohérence. Et quand je parle de transition, par exemple, écologique, il ne s'agit pas de faire du greenwashing et du marketing sans accomplir un certain nombre d'actes. Là aussi, je pense qu'on a montré qu'on pouvait être crédible. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie aussi d'être venu sur les universités. À présent, nous allons vous laisser la parole pour poser des questions. Donc, on a des hôtesses qui circulent dans la salle. Si vous voulez juste lever la main pour poser vos questions afin qu'on puisse vous identifier, voilà, devant, il y a une question. Monsieur Chassard, comment voyez-vous la caisse d'épargne en 2221? Première question. Deuxième question, comment a-t-elle été perçue par les clients suite à la crise de Lehman Brothers? Et à quand les bons d'essence? Alors, 2221, c'est pas ma préoccupation immédiate, j'avoue. Mais parti comme c'est parti, je pense qu'on sera encore plus fort qu'aujourd'hui. Ça ne peut être que comme ça. Je pense. Pardon. Je pense qu'effectivement, tout mon discours tendrait à montrer qu'on s'inscrit dans une logique de performance durable. Et c'est vrai que je n'ai pas voulu insister, mais quand je parle de performance durable, ça reposait aussi sur le fait que, à l'intérieur de la caisse, notre objectif pour obtenir cette performance durable, c'est de jouer un peu la symétrie des attentions, un concept maintenant bien connu, entre clients et collaborateurs, c'est-à-dire de viser des collaborateurs qui soient le plus orientés possible clients, qui soient le plus engagés possible clients, de façon à ce que nos clients soient les plus satisfaits possibles. C'est-à-dire que je pense que, vous savez, nous sommes une banque, donc tous nos produits se ressemblent à peu près entre produits de banque. Donc ce qui fera la différence demain, ce sera la qualité de la relation. Pour avoir cette qualité de relation, ça ne peut passer que par des collaborateurs également satisfaits. Alors, juste pour vous donner quand même un exemple, vis-à-vis de l'importance de la qualité de cette relation et de la satisfaction client, bon, c'est vrai qu'il y a 3 ans, on n'était pas les champions du monde en la matière, on était même peut-être oui, on était en bout, vraiment en queue de peloton. Mais peut-être parce qu'on est allé un peu sur une premiumisation un peu trop à outrance, vis-à-vis de, sans doute nécessaire pour faire passer des messages, mais peut-être un petit peu trop forte. Donc nos clients avaient perdu beaucoup en satisfaction, et là, moi j'ai le plaisir de vous dire qu'effectivement la CEPAC est revenue à la place qui lui convenait, c'est-à-dire première de l'ensemble des caisses d'épargne sur la satisfaction client. Donc quand on a des clients satisfaits, ce sont des clients qui, à mon avis, seront plus aptes aussi à devenir sociétaires. Et vous avez compris que le sociétariat, c'était quelque chose qui me tenait à cœur et sur lequel on voulait s'appuyer. Donc moi, je suis tout à fait confiant pour l'avenir de la caisse. En 2221, je ne sais pas, mais bon, voilà. Et puis par contre, il y avait quoi comme question? La perception de vos clients après la faillite de Lehman Brothers. La deuxième, c'était une boutade. Oui, je pense qu'on a été assez peu impacté parce que justement on était loin un peu de tout ça, quoi. Tout à l'heure je le disais, hein, on collecte sur nos territoires pour financer les projets des territoires, donc on n'avait pas financé des projets aux États-Unis ou je sais pas où. C'était pas ça, c'est pas notre métier, et ça je pense qu'effectivement c'est ce qui peut faire une grosse différence avec d'autres. C'était plus par rapport à la crise de confiance. Non, mais non, la crise de confiance. Je pense qu'on a été perturbé, peut-être plus à un moment donné, par la banalisation du livret A. Ça a perturbé un peu les collaborateurs, ça a perturbé un peu tout le monde, parce qu'on se demandait quand même ce produit fort qui représentait
en poids, en structure, beaucoup plus qu'aujourd'hui encore. Bon, bien sûr, en termes de projets générés par le livret A, on s'inquiète un peu. On a su aussi se diversifier, on a su avancer. Et ce qui fait que non, je pense qu'il n'y a pas eu de crise de confiance. Enfin, moi, j'ai pas ressenti, je l'ai pas vécu. J'étais pas à Marseille à l'époque, mais j'ai pas vécu cette crise de confiance vis-à-vis justement des banques coopératives. Même quand je parle. Fort. Petite question, vous parliez que les banques vendent tous le même produit et la différence avec l'humain. Justement, sur cette ligne-là, on entend beaucoup de pure players. Où est-ce que vous allez mettre le curseur entre le digital et l'humain? Est-ce que vous allez garder toutes les agences que vous avez ou comme d'autres enfermées? Quelles sont les perspectives sur le territoire? Écoutez, depuis 3 ans, nous avons stoppé effectivement les fermetures d'agences et de déplacements. On a une stratégie au niveau du groupe, des caisses d'épargne d'ailleurs, qui est une stratégie qu'on appelle Digital Inside. Et ça veut dire vraiment qu'on essaie de prendre le meilleur du digital et de l'humain et d'avoir effectivement toutes les réponses. On va de plus en plus dans un système où c'est le client qui choisira son canal, qui choisira éventuellement peut-être demain d'avoir des spécialistes pour répondre à certaines questions. Mais en tout cas, non, on parie toujours sur l'humain parce que, aussi raison supplémentaire, toutes les enquêtes montrent que nos clients veulent conserver l'humain. Bien sûr, il faut qu'on leur apporte aussi un peu plus que ce qu'ils peuvent trouver sur Internet. Ça, c'est notre job. Voilà. Nous arrivons au terme de cette table. Nous allons tout d'abord à remercier les intervenants pour leur exposé très riche, très intéressant. Ils nous ont vraiment permis de reconstruire l'histoire et l'évolution de la CEPAC. J'aimerais aussi remercier l'équipe de la communication de la CEPAC, Aline Moreau, Émilie Spagnol-Martin et Joël Audibert, qui ont rendu ces manifestations autour de l'histoire possibles. Les vidéos que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux, la table ronde de ce soir. Merci à elle d'avoir honoré l'histoire de Marseille, pour le coup. Donc, merci beaucoup. Et puis, merci à vous d'avoir répondu présent pour cette table ronde. Et je vous souhaite une très bonne soirée qui va continuer donc, dans la côte. Passez une bonne soirée.